qui n'a pas de voiture, elle aura un revenu supplémentaire d'un peu moins 15 000 francs CFA par mois. Si vous prenez la même famille sénégalaise moyenne qui a une voiture, elle aura un revenu supplémentaire en liquidité d'un peu moins de 34 000 francs par mois. Macky arrive à cette situation en réduisant la taxation autant que faire se peut, c'est-à-dire en tenant compte de nos engagements internationaux qui ici pèsent comme des contraintes sur certaines denrées de première nécessité, qui sont des denrées qui sont importées. C'est surtout sur la taxation à l'importation qu'il agit. Figurez-vous que... Alors c'est intéressant parce que les gens ont dit de l'autre côté, comment est-ce qu'il peut réaliser ces promesses. Donc c'est important que vous nous présentiez un peu le mécanisme par lequel il va aboutir. C'est très concret. Si l'huile, elle est importée pour l'essentiel. L'huile qui est consommée contre notre huile d'arachide. Elle est taxée à presque 45%. 44-68% exactement. Les réductions que Macky propose sont des réductions faibles. Ce ne sont pas des réductions massives. Donc ce sont des réductions prudentes, marquées du sceau de la prudence. C'est peut-être parce qu'il a exercé des responsabilités que ces propositions sont marquées du sceau de cette prudence-là. Le gaz est importé. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait une explosion du prix du gaz butane? Moi, j'ai acheté le gaz butane il y a 15 jours à 4 300 francs. La petite bonbonne bleue de 6 kilos. Il propose une réduction de 600 francs. C'est pas beaucoup. Et c'est absorbable par l'État. Rappelez-vous, nous avons un matelas de 300 à 450 milliards. Cela ne fait pas beaucoup. Il propose une réduction sur les huiles importées, sur la farine de blé. Je vous signale que on a l'habitude de dire que nous sommes un pays néocolonisé. Moi, j'ai tendance à dire que sur le plan économique, nous sommes un pays colonial. Depuis 14 ans, excusez-moi, depuis 22 ans, nous tentons de mettre en place au Sénégal une meunerie. Impossible. Alors que rien ne le justifie techniquement. Rien ne s'y oppose techniquement. Bon, très bien, on continue à importer de la farine. Là, c'est jusqu'à 45% la taxation. Sur le sucre, que Mimran importe souvent, vous avez aussi une taxation de 44-68%, disons 45%, ou 44% pour être complaisant vis-à-vis du gouvernement. Là aussi, il propose des réductions très faibles, entre 100 et 150 francs le kilo, 100, 150 francs le kilo, 50, 100 francs le kilo. Alors, pour une famille qui a une voiture, c'est 34 000 francs qui étaient dépensés avant, qui ne seront pas dépensés chaque mois. C'est 34 000 francs de disponibles supplémentaires chaque mois. Pour une famille qui malheureusement n'est pas véhiculée, c'est un peu moins de 15 000 francs par mois. Alors cela va nous faire un trou de 80 à 90 milliards par an. Rappelez-vous, nous avons plus de 4 fois ce matelas pour faire face à cette perte de revenus. Sans compter que une diminution de taxation ne signifie pas une perte de revenus. Parce que si le cours mondial augmente, à taxation égale, la valeur absolue des recettes augmente. Ce que vous encaissez augmente. Donc, ne soyez jamais, complaisant ou compatissant lorsque vous entendez des gouvernants pleurer. Regardez de très près si, en valeur absolue, si en masse encaissée, les impôts ont diminué. Voilà, nous allons passer à une autre question qui concerne justement l'informel. Excusez-moi. Oui. Cette justice fiscale n'amènera pas la famille, le chef de famille ou la chef de famille de la famille sénégalaise moyenne à ouvrir un compte en Suisse ou à Monaco. Ces familles vont consommer. Donc c'est 15 000 pour ceux qui n'ont pas de voiture, c'est 34 000 pour ceux qui ont une voiture, vont être réinjectés par l'augmentation de la consommation dans le tissu économique.
Voilà. On a compris, donc c'était important, puisque quand Macky a fait la proposition, certains se sont posé la question à savoir comment est-ce qu'il pourrait réaliser justement cette réduction. Je crois que c'est assez clair, sauf peut-être que la réplique pourrait venir d'ailleurs, pour dire que ce sont simplement des promesses de campagne. Alors nous allons parler des 60%, sur lesquels repose le secteur informel, les petites et moyennes entreprises. On peut être dans un pays soi-disant émergent et occulter un peu ces petites et moyennes entreprises, mais certains parlent d'impôts également compliqués à ce niveau. Qu'est-ce qui devrait constituer justement la formule pour alléger, pour que tout le monde puisse respirer, aussi bien ceux qui font vivre la société et la société elle-même, en parlant des petites et moyennes entreprises, et du secteur informel qui a son importance chez nous. Oui, il faut reconnaître à l'alternance deux performances. Elle a augmenté les recettes fiscales, et très largement. Et elle a tenté une réforme que nous avons héritée, dont nous avons hérité de l'ancien régime, c'est-à-dire qui était largement élaborée avant que l'alternance survienne, et une réforme qui est actuellement en cours. Hein. Il faut le reconnaître, ils essayent de réformer et de simplifier les impôts. Mais, encore une fois, ils ne s'attaquent pas au fond de la question. Si vous simplifiez les impôts, mais très bien, les informels vont s'y retrouver. Mais le problème de fond, c'est est-ce que les impôts sont justement répartis? Pas seulement est-ce qu'ils sont simplifiés, est-ce qu'ils sont justement répartis, équitablement répartis? Cette question-là ne fait pas l'objet de la réforme. La simplification opérationnelle des impôts, oui, elle est en cours. Mais nous avons hérité d'un État parasitaire sur le plan fiscal, c'est-à-dire l'État colonial, je le disais tout à l'heure. C'est un État qui taxe l'effort. Lorsqu'un jeune Sénégalais du Niambour ou de Casamance ou du Baol s'engage dans une affaire, crée une entreprise unipersonnelle, est-ce qu'il faut le taxer dès qu'il réalise ses premiers revenus? C'est cela le fond de la question. Vous pouvez simplifier 1000 fois, mais il faut résoudre la question suivante. Ce jeune qui, dans le cadre d'une stratégie de survie, refuse de dépendre de ses parents et veut s'en sortir, est-ce que vous le taxez dès les premiers revenus? Nous disons non. Nous le laissons s'asseoir, nous le laissons se consolider. Et évidemment, nous taxerons les bénéfices, si bénéfices il y a. Mais nous ne sommes pas là en parasite, aux aguets, dès les premiers francs gagnés, à le circonscrire, le localiser, le taxer et parfois le surtaxer. Le problème qui taraude l'informel, ce n'est pas de payer ou de ne pas payer les impôts. C'est le fait qu'alors qu'il ne bénéficie rien de l'État, qu'il s'engage dans l'entrepreneuriat comme stratégie de survie, parce que c'est souvent cela la source. Et c'est souvent cela qui explique leur ténacité. Est-ce que ces gens-là doivent être taxés dès les premiers revenus? Il nous est arrivé de proposer au président de la République actuelle, mais de laisser ces gens-là respirer 5 ans. Parce qu'il y en a qui embauchent. Mais quelle réponse vous apportez à ceux qui pensent qu'il y a une disproportion dans l'imposition chez nous, dans certains secteurs, par exemple, si on prend l'immobilier, qu'il y a un certain favoritisme par rapport à d'autres, alors qu'on sait que dans la rentabilisation de l'investissement en immobilier, c'est un contraste un peu. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ou vous ne partagez pas cet avis? L'immobilier et l'impôt foncier, qu'il s'agisse du foncier bâti ou du foncier non bâti, se caractérise par un très faible taux de facturation d'une part, c'est-à-dire la facturation n'est pas exhaustive, de recouvrement d'autre part, c'est-à-dire pour recouvrer ce qui est facturé. Un faible taux de facturation d'une part, mais beaucoup de maisons que vous voyez ne sont pas soumises à l'impôt. Beaucoup de villas luxueuses. C'est bizarre, c'est paradoxal. Mais c'est parce que notre impôt est l'une des choses qui exprime le plus l'iniquité de la gouvernance actuelle. Et les bailleurs de fonds sont peu regardants sur ces questions-là parce qu'ils agissent de même dans leur pays d'origine.
La structure, si vous regardez bien nos recettes fiscales, ce sont des recettes fiscales anti-peuple. Et cela, il faut le changer. Sans réduire la masse des encaissements de l'État. Si vous faites payer à ceux qui ne payent pas d'impôts et qui sont multimilliardaires, si eux, vous leur faites payer des impôts, que vous réduisez la pression sur les revenus individuels, mais vous ne diminuez pas les recettes de l'État, mais vous rétablissez la justice sociale, la justice fiscale particulièrement. Nous allons revenir sur ce que les gens appellent le civisme fiscal. Alors nous allons sortir du studio, c'est pour aller rencontrer encore Mame Fatou pour la question du jour, avant de boucler cette émission. Je vais vous faire une révélation. Une révélation. Oui, laquelle, très rapidement? J'ai beaucoup de collègues consultants qui ont quitté le formel pour aller dans l'informel. Dans l'informel. Voilà, Mame Fatou, donc pour une dernière intervention. Alors, c'est quoi la